Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, l'affaire que je vous propose aujourd'hui est une affaire hyper intéressante. Je l'avais vue dans un vieux documentaire américain de 1997 et c'est le genre d'affaire qui m'intéresse énormément parce que c'est grave mystérieux, il y a plein de rebondissements et on n'a jamais le fin mot de l'histoire avec ce type d'affaires mystérieuses. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous la proposer. Mais est-ce que vous-même vous avez été victime de harcèlement au travail ? Puisque c'est le sujet de cette histoire qui se déroule en 1993 aux États-Unis, plus précisément dans le comté de Monroe en Pennsylvanie. Joanne Chambers est une enseignante de 41 ans qui travaille à l'école primaire du district de Poconos depuis 1989. Elle adore son métier qu'elle exerce par passion. Elle a elle-même un fils de 10 ans et son mari est chef d'entreprise. La famille Chambers est une famille américaine, on va dire classique. Elle est parfaitement bien intégrée dans le comté. Joanne n'a de problème avec personne. Elle adore son métier à l'école. Son époux est quelqu'un de respecté. Tout va bien pour eux. Pourtant, un matin de juillet 1993, le directeur de l'école, Thomas Kopetsky, reçoit une étrange lettre anonyme écrite à la machine à écrire. Et dans cette lettre, Joanne est accusée d'être une mauvaise enseignante. Et pire encore, elle fumerait du shit devant ses élèves. Le directeur de l'école convoque aussitôt Joanne pour lui demander des explications et Joanne est extrêmement choquée. Elle n'a jamais fait ça en dehors de l'école et encore moins devant ses élèves. Au départ, le directeur pense qu'il s'agit d'une blague de mauvais goût. Joanne n'a jamais eu le moindre problème avec qui que ce soit dans l'école. C'est vrai qu'elle a une méthode d'apprentissage peu conventionnelle. Elle fait des batailles d'eau avec ses élèves, elle est affectueuse avec eux, elle les fait chanter, mais sa méthode fonctionne puisque les élèves apprennent rapidement à lire et ils adorent leur enseignante. Mais les semaines qui suivent, l'école reçoit d'autres lettres anonymes écrites à la machine à écrire. Et c'est la même rengaine. Joanne est une mauvaise enseignante, c'est une garce qui porte des jeans pour aller à l'école. Dans l'une des lettres, Joanne est même accusée de boire de l'alcool devant ses élèves. Et le plus étrange, c'est que le jour même de la réception de cette lettre anonyme, lorsque Joanne rentre dans sa salle de classe, elle découvre une bouteille d'alcool dans son casier. Ça, c'est très étrange. Les lettres anonymes continuent d'arriver à l'école, mais pas uniquement au directeur. Joanne en trouve également dans son propre casier et elle en reçoit à son domicile à Carbondale. Dans ces lettres, comme je vous l'ai dit, Joanne est dénigrée. C'est une piètre enseignante, une alcoolique, une fumeuse de shit, mais pas seulement, puisque dans les lettres suivantes qu'elle reçoit, il est écrit qu'elle abuse sexuellement de ses élèves et que tôt ou tard, on va venir l'enlever et la ramener dans une forêt pour la torturer afin de lui faire payer ses agissements. Donc là, on est au-delà des insultes. Il y a également des menaces de s'en prendre à elle physiquement. Et Joanne et l'école ne reçoivent pas que des lettres. Au fil des semaines, ils reçoivent également des photos de femmes toutes nues avec la tête de Joanne collée sur le corps nu de ces femmes. Et en plus d'être envoyées à l'école, ces photos sont collées devant un supermarché local. C'est glauque, c'est très inquiétant, mais c'est pas tout. Un jour, Joanne sort de l'école, elle se dirige vers sa voiture, elle met sa main au niveau de la poignée de sa portière, et là, elle se coupe le doigt. Quelqu'un avait glissé une lame de rasoir à l'intérieur de la poignée. Elle a dû se rendre à l'hôpital pour se faire recoudre, elle a eu plusieurs points de suture, et 2 semaines plus tard, elle reçoit à son domicile une lettre moqueuse dans laquelle il est écrit qu'elle s'est saucissonnée. Donc la personne qui a envoyé cette lettre est forcément la personne qui a glissé la lame de rasoir derrière la poignée de sa voiture. À ce stade, Joanne est persuadée que la personne qui est derrière tout ça est forcément un membre du personnel de l'école. Une personne qui a facilement accès aux locaux. On lui a dérobé la photo de son fils sur son bureau. Certains de ses collègues reçoivent eux-mêmes dans leur casier, dans l'école, des lettres dénigrant Joanne. Donc c'est forcément quelqu'un qui a accès aux locaux. Joanne pense qu'il peut s'agir d'un ou d'une collègue qui a un problème avec elle, qui a eu une mésentente par le passé et qui cherche à se venger de cette façon, ou alors un collègue ou une collègue qui serait jaloux d'elle. Et très rapidement, ce sont les parents de ses élèves qui reçoivent des appels et des lettres anonymes dans lesquelles elle est dénigrée. Mais malgré ça, Joanne continue d'aller à l'école, elle aime son métier et elle adore apprendre à lire aux enfants. Seulement,
le 14 avril au matin, alors qu'elle s'installe à sa chaise dans sa salle de classe, elle ressent quelque chose de visqueux au niveau de son fessier. Elle se relève et elle voit des excréments. La personne qui la harcèle a carrément déposé des excréments sur sa chaise. Et c'est le gardien qui est intervenu peu après pour faire le ménage. Toute l'école est au courant de ce que Joanne subit. Tout le monde sait qu'elle reçoit des lettres anonymes dans son bureau, à son domicile, que l'école reçoit également des lettres anonymes, qu'elle a retrouvé des excréments sur sa chaise. Tout le monde est horrifié parce qu'ils ne comprennent pas la raison pour laquelle la personne qui lui fait ça s'acharne sur elle de cette façon. Joanne est très appréciée au sein de l'école. Elle est respectée pour son travail. Elle apprend à lire aux enfants et ses élèves l'adorent. Le 19 avril 1994, soit 10 mois après la réception de la première lettre anonyme, le directeur de l'école et Joanne se rendent au commissariat de police de Coulbo afin de leur faire part de toute cette situation. En tout, ils ont reçu une quarantaine de lettres anonymes, en plus des photos bizarres où on voit le visage de Joanne collé sur des corps de femmes nues. C'est l'inspecteur Flugel qui prend en charge le dossier et il est très intrigué par cette histoire. Coulbo, c'est un petit coin tranquille. Tout le monde connaît plus ou moins tout le monde et Joanne n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. D'après l'inspecteur Flugel, ça vient forcément de l'intérieur. Donc c'est un membre du personnel. On a quand même une personne qui a accès au casier et au bureau, que ce soit de Joanne ou de ses collègues, une personne qui a pu déposer des excréments sur sa chaise, une personne qui l'a vue se couper le doigt avec la lame de rasoir. Donc, cette personne est sur place. Il décortique toutes les lettres à la recherche d'indices, un détail qui pourrait lui permettre, on va dire, de trouver une piste, et il tombe sur quelque chose d'intéressant. Dans l'une des lettres anonymes, le directeur de l'école est surnommé le colonel Klink. Le colonel Klink, c'est le personnage d'une série américaine des années 60, Papa Schultz. Et ça, c'est un détail qui démontre qu'effectivement, c'est une personne de l'intérieur. Parce que on va dire que c'est un petit surnom assez particulier. Comment cette personne pourrait surnommer le directeur de l'école, le colonel Klink, si elle ne le connaissait pas personnellement. Donc là encore, ce détail démontre que ça vient forcément de l'intérieur. Les lettres anonymes et les enveloppes sont envoyées à Quantico pour isoler des empreintes digitales, mais impossible de relever des empreintes complètes. L'inspecteur Flugel a également installé une caméra de surveillance dans la salle de classe de Joanne. Si quelqu'un dépose quoi que ce soit dans son bureau, il ou elle sera pris sur le fait. Entre-temps, le directeur de l'école organise une réunion avec tout le personnel de l'école pour leur expliquer la situation. Cela dit, tout le monde est déjà au courant de ce que subit Joanne. Mais le directeur leur dit que le ou la coupable se trouve parmi eux. Et il ajoute qu'il a encore temps d'arrêter tout ça. Mais dès le lendemain, les lettres anonymes reprennent. Dans l'une d'elles, on promet même à Joanne d'empoisonner son café. Mais Joanne ne se démonte pas. Et même si son entourage s'inquiète pour elle, elle continue d'aller à l'école. Bon, maintenant que cette affaire est prise en charge par les autorités, elle est relayée par la presse locale. Et tout le comté veut le fin mot de cette histoire. Qui envoie ces lettres à Joanne Chambers? On est peut-être sur le point de le découvrir. Quelques jours après avoir placé la caméra dans la salle de classe de Joanne Chambers, l'inspecteur Flugel la récupère. Et lorsqu'il visionne les images, il découvre quelque chose de très intéressant. Le 22 avril, vers 8h du matin, on peut voir Joanne dans sa salle de classe discuter avec l'une de ses collègues, Paula Narocki. Les deux femmes ressortent et 1 minute après, Paula revient dans la salle de classe récupérer la tasse à café de Joanne. Puis elle repart. Ça, c'est très bizarre. Pour quelle raison Paula a récupéré la tasse à café de Joanne ? Quelques jours après seulement que Joanne a reçu une lettre anonyme dans laquelle on la menace d'empoisonner son café. Paula Narocki travaille dans l'établissement depuis presque 20 ans. C'est une femme discrète et rigoureuse de 40 ans qui a un dossier administratif sans annotation. Elle n'a jamais eu le moindre problème avec l'administration ou le comté et elle est respectée dans l'école. L'inspecteur Flugel propose alors à Joanne de porter un micro et d'engager la conversation avec Paula à l'école pour voir si elle se compromet. Joanne porte le micro, elle va à l'école, elle discute avec Paula, mais rien ne ressort de cette conversation. Paula montre de la sympathie à l'égard de Joanne. Elle lui dit qu'elle ne comprend pas la raison pour laquelle on s'acharne sur elle de cette façon et elle lui dit qu'elle a tout son soutien.
Mais l'inspecteur Flugel n'est pas convaincu. Au début du mois de mai, il convoque Paula pour un interrogatoire et il lui signifie clairement qu'elle est suspectée d'être l'auteur des lettres anonymes. Paula clame son innocence. Et concernant les images de la caméra de surveillance qu'il lui montre, elle explique qu'elle a récupéré la tasse de café à la demande de Joanne ce jour-là. Elle et Joanne s'entendent bien, elle n'a aucune raison de lui en vouloir. Mais l'inspecteur a du mal à y croire. Cela dit, comme le lui rappelle Paula, il n'a aucune preuve contre elle, hormis une vidéo dans laquelle on la voit récupérer une tasse à café. Paula rentre chez elle, mais dès le lendemain, l'information paraît dans la presse. Paula Narocki est la suspecte numéro 1. La nouvelle fait très rapidement le tour du comté et de l'école. L'inspecteur Flugel interroge tous les enseignants de l'école pour savoir s'ils ont des choses à lui apprendre sur Paula. Et l'un d'eux lui dit qu'une fois, il s'en souvient, il a entendu Paula surnommer le directeur de l'école Colonel Klink. Colonel Klink, comme dans l'une des lettres anonymes. Ça, c'est bizarre. Cela dit, c'est pas une preuve en soi encore une fois. On n'a pas retrouvé ses empreintes sur les lettres ou sur les enveloppes. On n'a aucune image d'elle la montrant en train de faire quelque chose de compromettant. Et pourquoi menacerait-elle Joanne? Quand Joanne a été embauchée à l'école en 1989, les deux femmes se sont rapprochées tout naturellement parce qu'elles ont un enfant du même âge. Et même si leurs méthodes d'apprentissage sont complètement différentes, elles se sont toujours respectées mutuellement. Donc, pour quelle raison Paula, un matin, se serait réveillée et aurait décidé de pourrir la vie à Joanne? Pour en avoir le cœur net, le FBI propose de faire passer le test du polygraphe à Joanne pour s'assurer qu'elle n'exagère pas le harcèlement qu'elle subit, et à Paula pour vérifier si c'est elle qui envoie ses lettres anonymes. Joanne réussit le test, Paula échoue. Dès lors, aux yeux de tous, Paula Narocki est celle qui se cache derrière ces lettres anonymes. Ses collègues prennent aussitôt leur distance avec elle à l'école, elle est ostracisée et certains parents retirent même leur enfant de sa classe alors que jusqu'à présent, elle avait toujours été respectée. La police propose alors à Paula de fouiller son domicile, ce qu'elle accepte. Et sur place, ils découvrent une machine à écrire, des enveloppes et du papier. Ils les récupèrent, ils les font analyser et rien ne correspond à lettre anonyme. Ni la machine à écrire, ni les enveloppes, ni le papier. Mais pour l'inspecteur Flugel, il s'agit forcément d'une affaire de jalousie professionnelle. Paula serait jalouse de Joanne et de sa popularité auprès de ses élèves et des autres enseignants. Paula est plus stricte, plus conservatrice, tout le contraire de Joanne. Et les lettres anonymes se poursuivent. À partir de l'automne 1994, les menaces s'intensifient. Joanne reçoit des lettres sur lesquelles il est écrit « Tu vas mourir ». Pour sa sécurité, le district scolaire décide de la transférer dans une autre école, mais là encore, le cauchemar continue. Un matin, quelques jours après son arrivée, on découvre une boîte rose devant l'école et à l'intérieur, il y a une poupée Barbie avec une lame de rasoir au niveau de la gorge et de la peinture rouge. Les vêtements de la poupée ressemblent à ceux que porte occasionnellement Joanne et ses cheveux sont coupés pour ressembler à la coiffure de Joanne. À ce moment-là, Joanne est persuadée que les menaces vont être mises à exécution. Elle en parle à son mari. Elle lui dit qu'elle est fatiguée par cette situation. Cette histoire va de plus en plus loin et personne n'a encore été arrêté. L'inspecteur Flugel continue d'enquêter sur Paula Narocki, mais pour le moment, il n'a rien. Les éléments qu'il a recueillis jusque-là ne sont pas suffisants pour procéder à son arrestation. Mais en novembre 1994, coup de théâtre. Joanne contacte l'inspecteur Flugel. Elle est paniquée. Elle lui explique qu'elle roulait sur une autoroute à Coulbo quand Paula a surgi en voiture et a tenté de la forcer à quitter l'autoroute en la pourchassant. Elle a failli mourir. Joanne est formelle. Même si elle était paniquée pendant cette agression, elle a reconnu le visage de Paula. En février 1995, Paula Narocki est arrêtée à l'école devant ses élèves et ses collègues. Elle est accusée de mise en danger de la vie d'autrui, harcèlement, traque, agression et menace de mort, entre autres. L'école la suspend de ses fonctions en lui accordant son solde et étrangement, après son arrestation, les lettres anonymes cessent soudainement. Le cauchemar de Joanne Chambers est à présent a priori fini. La personne qui l'a traquée, menacée, harcelée a été arrêtée
et elle sera envoyée en prison pour 5 ans si elle est reconnue coupable. Mais Polanarocki clame son innocence. Elle n'a jamais harcelé, jamais menacé et jamais traqué Joanne Chambers. Elle et son mari engagent un avocat, Maître Lower. Et lorsque l'avocat voit le dossier d'accusation, il est assez sceptique. Il voit tous les éléments à charge, en plus du témoignage de Joanne concernant la tentative de meurtre sur l'autoroute. Donc il pense que sa cliente a très peu de chances d'être acquittée. Mais Polanarocki a été claire, elle n'a rien fait, elle plaidera non coupable. En plus de leur avocat, les Narocki engagent Jim Anderson. C'est un détective privé qui va reprendre l'enquête à zéro. Et en parallèle, l'avocat demande une nouvelle expertise des lettres anonymes, mais cette fois pour isoler de l'ADN sur les timbres et le rabais des enveloppes. Et toutes ces dépenses coûteuses sont prises en charge, bien évidemment, par les Narocki. Toujours est-il que d'après le résultat des analyses, il y a bien de la salive avec de l'ADN sur 3 timbres et sur le rabais d'une enveloppe, mais ce n'est pas l'ADN de Paula. Et ce n'est pas non plus celui de son mari Léonard. Bizarre. De son côté, le détective privé Jim Anderson a commencé son enquête par la vie privée de Joanne Chambers, et ce qu'il a découvert est très surprenant. Avant d'être embauché dans le district scolaire de Poconos, Joanne a travaillé dans d'autres écoles. Et au début des années 80, il lui est arrivé la même histoire dans une école de Lackawanna Trail. Tout est identique. Appels et lettres de menaces, excréments sur sa chaise, réunion de la part du directeur de l'école pour faire stopper ce harcèlement. Bref, Jim Anderson commence à voir cette affaire sous un autre angle, mais il a besoin de plus de preuves. Il se rend au domicile de la famille Chambers et il fouille leurs poubelles. Il récupère des objets sur lesquels la famille Chambers aurait pu laisser de l'ADN. Coton-tige, mouchoirs, paille. Le tout est envoyé dans un laboratoire pour une comparaison ADN et d'après les résultats, l'ADN retrouvé sous les 3 timbres et sur le rabais de l'enveloppe correspond à l'un des 2 ADN retrouvés sur les objets récupérés dans la poubelle des Chambers. Bizarre. L'avocat de la défense demande aussitôt que les poursuites contre Polanarocki soient abandonnées au vu de cette nouvelle preuve, mais le bureau du procureur refuse. Cela dit, Joanne Chambers est soumise à un test ADN. Et lorsque les résultats tombent, ils sont sans appel. L'ADN de Joanne Chambers correspond à l'ADN retrouvé sous les 3 timbres et sur le rabais de l'enveloppe. Et là, vous vous posez certainement cette question. Qu'est-ce que l'ADN de la victime fout sur les 3 timbres et sur le rabais de l'enveloppe? Lors de l'audience préliminaire qui se tient en février 1995, l'avocat de la défense présente cet élément qui permet tout au moins de remettre en question une partie de l'enquête. Et à cette audience préliminaire est présent l'inspecteur Flugel. Et lui aussi est intrigué par cette histoire d'ADN. Donc il contacte Joanne Chambers afin qu'elle lui explique la raison pour laquelle on a retrouvé son ADN à elle sur les timbres et sur le rabais de l'enveloppe. Pas de panique. Joanne va tout nous expliquer. Elle raconte qu'en juin ou juillet 1994, elle s'est rendue dans le bureau du procureur pour un entretien dans le cadre de l'enquête. Et à cette réunion, il y avait l'assistant du procureur et l'inspecteur Flugel. À un moment, l'assistant et l'inspecteur Flugel se sont absentés du bureau et Joanne a ouvert l'une des enveloppes pour relire la lettre de menace. Mais les timbres sont tombés. Elle les a alors léchés pour les recoller. Mais ça n'a pas marché. Et heureusement, Joanne avait un tube de colle dans son sac. Donc elle a sorti la colle et elle a pu recoller les timbres. Ni vu ni connu. Les timbres sont alors une nouvelle fois envoyés au laboratoire afin de les analyser pour vérifier s'il y a bien des résidus chimiques correspondant à de la colle. On n'en trouve aucune trace. L'avocat de la défense demande une nouvelle fois l'abandon des poursuites au vu de cet élément très bizarre. Mais là encore, le bureau du procureur refuse. Le procès de Polanarocki s'ouvre en janvier 1996. Elle est poursuivie pour 100 chefs d'accusation. Elle risque 5 années de prison et une amende de plusieurs centaines de milliers de dollars. Au départ, le jury est clairement du côté de Joanne Chambers. Les enseignants de l'école viennent témoigner et certains affirment qu'ils soupçonnaient Paula d'être l'auteur des lettres anonymes dès l'été 1993. D'après eux, elle avait un comportement très bizarre lorsque l'envoi des lettres a commencé. Et puis, il y a aussi le test du polygraphe. Joanne l'a réussi et Paula a échoué, sachant qu'on est en 1996. À cette époque,
le polygraphe était vu comme un outil fiable par les gens lors des procès. Donc là, le jury se dit, mais si elle dit la vérité, pourquoi est-ce qu'elle a échoué au test du polygraphe? Sans même parler du fait que Joan dit l'avoir reconnu quand on a tenté de l'assassiner sur l'autoroute. Donc Polanarocki ne peut être que coupable. La défense prépare quelques petits éléments qui risquent de faire basculer le procès. Tout d'abord, 3 enseignantes de l'Ackawanna Trail. Vous savez, c'est l'école où Joan a enseigné avant d'être embauchée à Poconos. Donc ces femmes viennent témoigner et elles expliquent que lorsque Joan a posé un pied dans leur école et qu'elle a commencé à travailler avec eux, bizarrement, elle a été victime de lettres anonymes et d'appels de menaces. Et elles disent toutes que, avant que Joan ne soit embauchée dans leur école, tout se passait très bien. Personne n'avait jamais eu aucun problème. Dès qu'elle est arrivée, l'ambiance s'est fortement dégradée. Et Joan était tout le temps menacée. Un coup, c'était une collègue qui l'avait menacée de brûler sa maison. Une autre fois, elle avait reçu une lettre lui disant qu'on lui ferait la peau. Donc Joan travaille dans l'école de l'Ackawanna Trail et elle est victime de harcèlement et de lettres anonymes. Puis elle travaille à l'école de Poconos et là encore, elle est victime de harcèlement et de lettres anonymes. En tout, elle s'est rendue à 16 reprises à la police pour dénoncer des faits de harcèlement, de persécution, de menaces, de cambriolage à son domicile à l'époque où elle travaille à l'Ackawanna Trail. 16 reprises, ça fait beaucoup. Sans parler du fait que la machine à écrire que l'on a retrouvée au domicile de Paula ne correspond pas aux lettres anonymes, ni même le papier ou les enveloppes qui ont été retrouvées chez elle. Mais l'élément qui fait basculer le procès, c'est bien évidemment cette histoire d'ADN. Sur les 3 timbres et sur le rabais de l'enveloppe, c'est l'ADN de Joan qui a été retrouvé. Pas celui de Paula, pas celui de son mari, non, celui de la victime. Et la version qu'elle a fournie ensuite pour expliquer la présence de son ADN ne tient absolument pas la route parce qu'on n'a pas retrouvé de résidus de colle sous les timbres. Et indépendamment de tout ça, pour quelle raison Paula aurait envoyé ces lettres? Elle travaillait depuis plus de 20 ans pour le district scolaire et elle n'avait absolument rien à prouver. Son dossier administratif était nickel. Elle était respectée par les autres enseignants et par le directeur de l'école. Donc, pour quelle raison Joan serait devenue son obsession du jour au lendemain? Polanarocki est amenée à témoigner et elle raconte sa version des éléments qui ont été présentés par le procureur. Et tout d'abord, elle tient à souligner un point. Lorsqu'elle a été interrogée par l'inspecteur Flugel, elle ne lui a jamais dit qu'il ne pourrait pas prouver que c'est elle. Elle dit non. En fait, cette phrase a été sortie de son contexte. Quand l'inspecteur l'a interrogée, qu'il lui a présenté les éléments, il lui a dit voilà, ça ne peut être que vous, on a tous ces éléments. Elle lui a dit écoutez, moi je sais que je n'ai rien fait et dans la mesure où je n'ai rien fait, c'est sûr et certain que vous ne pourrez jamais trouver de preuves contre moi parce que ce n'est pas moi. Autre point, la tasse à café. Puisque c'est un élément présenté par le bureau du procureur qui prouverait qu'effectivement Paula avait l'habitude de rentrer dans la salle de classe de Joan pour aller farfouiller dans ses affaires et dans son bureau. Paula explique que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Elle dit qu'en fait ce jour-là, elle et Joan discutaient dans sa salle de classe et puis elles en sont sorties. Et au moment où elles en sont sorties, Joan a prétexté une urgence, elle devait faire quelque chose rapidement, et elle lui a dit « Est-ce que tu peux aller récupérer ma tasse à café le temps que j'aille faire ce que j'ai à faire ?» Et Paula a accepté. Elle est retournée dans le bureau, elle a récupéré la tasse à café, et elle est ressortie. Et d'après elle, le but c'était de la piéger, puisque Joan savait qu'il y avait une caméra dans le bureau. La théorie de la défense, c'est que c'est Joan Chambers elle-même qui a mis en scène cette histoire de harcèlement pour attirer l'attention et se venger de Paula qui n'était pas suffisamment admirative devant elle. Joan était presque adulée à l'école, que ce soit par les élèves ou par les enseignants, par rapport à sa méthodologie d'apprentissage qui fonctionnait très bien par ailleurs. Mais Paula ne l'admirait pas. Elle la respectait certes, mais elle ne l'admirait pas. Et toujours d'après la défense, l'inspecteur Flugel n'a pas suffisamment enquêté. Il a pris pour argent comptant tout ce que lui racontait Joan, sans creuser de façon un peu plus approfondie pour vérifier s'il n'y avait pas autre chose derrière. Le procès ne dure que 5 jours et à l'issue, le jury déclare Polanarocki non coupable après seulement 2 heures de délibération. Et ce qu'il se passe après est assez, on va dire, peu commun,
puisque Paula se trouve dans le hall du tribunal avec son époux, elle pleure, elle est émue, et là les membres du jury la rejoignent pour la réconforter et lui manifester leur sympathie. À présent, c'est Joanne Chambers qui est désignée comme la folle qui a mis en scène son propre harcèlement. Ce qu'elle nie bien évidemment. Mais pour Paula Narocki, tout n'est pas fini, puisque dans un premier temps, le district scolaire refuse de la réintégrer à l'école. Finalement, en mars 1997, Paula retrouve son poste et ses élèves. Cela dit, au début de l'année 1998, elle et son mari engagent des poursuites judiciaires pour obtenir réparation. Ils déposent plainte contre l'inspecteur Flugel, contre Joanne Chambers, forcément, contre le directeur de l'école, contre le surintendant du district scolaire, contre le district scolaire, contre le comté et contre les services de police pour plusieurs chefs d'accusation, dont arrestation abusive et diffamation. Paula avait été suspendue de son poste pendant presque 2 ans sans salaire et après son arrestation, son image avait été largement ternie. Donc elle veut obtenir réparation. En juillet 1998, le tribunal de district rejette sa plainte à l'encontre de l'inspecteur Flugel pour arrestation abusive au motif qu'il a bien fait son travail, et elle a également déposé plainte contre lui pour diffamation, mais il a été acquitté lors de ce procès. Cela dit, en juillet 2000, le district scolaire trouve un arrangement avec elle et lui reverse 600 000 $ de dommages et intérêts, et Joanne Chambers lui renverse 25 000 $. Ce qui met fin à toute poursuite à leur égard. Alors, j'ai lu un petit truc que j'ai trouvé assez cocasse, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je l'ai lu. En gros, Paula avait donc lancé des poursuites contre le district scolaire par rapport à toute cette histoire. En juillet 2000, ils lui ont versé les 600 000 $, mais quelques mois après, le tribunal du district a rejeté sa plainte contre le district scolaire. C'est-à-dire qu'eux l'ont payé quelques mois avant que la plainte ne soit rejetée. Mais dans ces cas-là, comme on dit, donner ses données, reprendre ses volets. Quoi qu'il en soit, après cette affaire, les 2 femmes ont continué d'enseigner dans le même district scolaire, mais dans 2 écoles différentes. Et Joanne n'a plus jamais reçu de lettre anonyme. À ce jour, les 2 femmes, qui sont à présent à la retraite, maintiennent leur version. Joanne dit avoir été harcelée et persécutée par Paula, et Paula dit avoir été victime des mensonges de Joanne. Voilà tout pour l'étrange affaire des lettres anonymes de Joanne Chambers, une enseignante qui a affirmé être victime de persécutions et de harcèlement de la part de sa collègue Paula Narocki entre l'été 1993 et l'hiver 1994. Bon, et bien, si vous en êtes à cette partie, j'en suis très contente parce que je vous avoue que cette histoire, elle m'a passionnée. J'aime trop les affaires comme ça, où genre on sait jamais vraiment, il y a des rebondissements, tout ça. Moi, je crois que Joanne Chambers est une grosse folle et que malheureusement, voilà, Paula Narocki a été victime de toute cette mascarade et ça me peine pour elle parce que je me dis qu'au final, c'est elle qui aurait été harcelée professionnellement. Parce que c'est elle qui a perdu son taf pendant 2 ans, c'est elle qui a perdu de l'argent, c'est elle qui a été embarquée dans un procès, alors que toutes les preuves avant le procès démontraient qu'il y avait quand même pas mal de trucs qui n'allaient pas dans cette procédure, mais le bureau du procureur a forcé, je pense qu'il a forcé à la demande de l'inspecteur Flugel. À mon avis, l'inspecteur Flugel, il était tellement déter, il était tellement figé en fait sur son opinion que Paula Narocki avait fait ci, avait fait ça, qu'il n'a pas voulu lâcher le bout de steak et... Ouais, c'est peinant parce que quand tu te rends compte que tu t'es trompé, admets que tu t'es trompé et on passe à autre chose. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Et s'il n'y a plus de lettres anonymes après toute cette affaire, je pense que c'est parce que Joanne Chambers a flippé vu la médiatisation. Donc forcément, elle n'allait pas se relancer dans une histoire de lettres anonymes. Ça aurait été plus que bizarre. En fait, elle aurait été condamnée avant même qu'une enquête soit ouverte. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle elle s'est arrêtée. Et je pense qu'effectivement, elle voulait de l'attention. Elle cherchait à être vue comme une survivante, une victime. Bon, au final, voilà, elle a fait du mal à une autre enseignante. Et tant mieux pour Paula Narocki qu'elle ait été reconnue non coupable et qu'elle ait eu cette compensation, parce que moi, je la crois vraiment innocente. Mais vous, n'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire, parce que j'ai hâte d'avoir vos retours. Est-ce que vous pensez que Joanne est coupable? Est-ce que vous pensez que Paula est coupable? J'ai hâte de pouvoir confronter en fait mon ressenti avec le vôtre. Et ce que je vous propose à présent, c'est que si cette histoire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout,
N'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.